Pour la page Carpe Diem, approche holistique de l'être aimant, et la chaîne YouTube Holistic Coaching Elsa Toubol. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de notre faculté et notre capacité à visualiser notre vie, comment le faire, et en terminant cette vidéo, je vous donnerai une petite tactique de visualisation qui pourrait vous être utile. Aujourd'hui, donc, j'aimerais vous parler de ces moments qui nous invitent à l'éveil. Nous avons des moments dans notre vie que l'on appellera des moments Kensho. En fait, le Kensho, c'est un concept tiré du bouddhisme qui signifie que, par exemple, en termes d'éveil, les moments Kensho sont les moments difficiles que l'on a à traverser, les échecs amoureux, une faillite financière professionnelle, toutes ces choses difficiles, la maladie, la douleur. Donc c'est l'apprentissage par la douleur réellement. Tandis que l'éveil, lorsqu'il commence à s'accomplir réellement, on a certainement encore des moments Kensho, mais surtout des moments Satori. Les moments Satori, c'est lorsque l'on atteint l'état de Bouddha ou qu'on va dans cette direction, ou du moins l'état que eux ont atteint, c'est la pleine conscience, donc c'est très vaste, qui sont plus comme des révélations, les moments Satori, qui sont des déclics qui nous arrivent d'un seul coup, avec une illumination qui nous dit « Ah bah oui ». En fait, parfois l'univers va nous envoyer des douleurs et des moments Kensho, ok ? Et les moments Satori, ce sont vraiment des évolutions progressives mais rapides qui viennent délibérément lorsque vous cherchez à augmenter vous-même votre développement personnel, un peu comme une récompense. Lorsque vous y mettez du vôtre, en fait. Lorsque vous prenez en conscience qu'il est temps de faire évoluer votre niveau de conscience. De pouvoir expanser votre espace de conscience. Plus vous allez vous investir dans votre développement personnel, et moins vous aurez de moments douloureux, moins vous aurez de moments Kensho, et plus vous aurez de moments Satori. Donc, c'est-à-dire avec des éveils qui vont faire paf, comme ça. Donc, je reviens, le Kensho, c'est vraiment la maladie, les peines de cœur, l'échec professionnel. Et Satori, c'est vraiment l'introspection, les synchronicités, les moments où l'univers vous place comme par magie là où vous devez être. Vraiment. Donc, évidemment, aucune preuve scientifique et mathématique à cela, mais il semblerait que ce soit notre âme qui décide par des moments Kensho, c'est-à-dire lorsque nous nous obstinons à aller dans une voie qui n'est pas destinée à notre âme, elle nous prend par les cheveux pour que nous changions de direction et du coup, ça nous fait mal. Ces moments Kensho, ce sont vos ruptures affectives, familiales, amoureuses, les pertes financières, tandis que les moments Satori ont été des moments d'introspection, ou arrivent après des moments d'introspection avec des déclics qui remettent tout en question, avec des « Ah mais oui, mais bien sûr, mais ça je le savais ». On en a tous des moments comme ça, vous êtes d'accord avec moi? Donc, l'évolution personnelle passe inexorablement par une combinaison de ces deux types de moments. Je voudrais en venir maintenant au mode de fonctionnement de la conscience, cette sorte d'ingénierie de la conscience. Richard Buckminster Fuller a dit « Si vous voulez enseigner aux gens une nouvelle façon de penser, ne vous fatiguez pas à tenter de leur enseigner. Donnez-leur plutôt un outil dont l'utilisation les conduira directement à de nouvelles façons de penser. » L'ingénierie de la conscience permet d'intégrer rapidement les nouvelles données. Nos cerveaux sont malléables, nous avons tendance à adopter des croyances, des règles limitantes à cause de l'environnement culturel et de sa forme d'endoctrinement, voire de dogme. Mais tout comme cet environnement peut façonner et driver votre esprit, vous pouvez vous aussi hacker votre cerveau, votre partie mentale. Ceci améliorera la façon dont vous interagissez avec le monde et prenons un exemple concret de la technologie, puisque celle-ci est une création humaine. Un smartphone, par exemple, il est composé de deux parties. Le matériel, autrement dit le hardware, la vitre, les composants, etc. Et le logiciel, autrement dit le software, qui comprend tous les téléchargements ainsi que les applications qui le font fonctionner.
Il est clair que sans le logiciel, le matériel n'est pas d'une grande utilité, et vice-versa. Nos esprits sont très semblables à cela, comme composés de matériel et de logiciel. Le matériel de l'esprit, ce serait nos croyances. Le logiciel de nos esprits correspondrait à nos habitudes quotidiennes. Pour reprendre un exemple informatique, lorsque l'on souhaite améliorer un ordinateur, nous pouvons mettre à jour le matériel qui le compose. Puis en retirant par exemple le disque dur, on peut en installer un autre avec plus de capacité de mémoire, etc. Il s'agit d'une mise à jour matérielle, vous êtes d'accord avec moi? Pour notre esprit, nous devons éliminer les croyances négatives, les peurs, et y installer des croyances plus puissantes. Comme le concept de l'environnement culturel et des règles bidons dont je parlais dans la vidéo de la révolution cognitive. En procédant ainsi, ça vous aidera à localiser vos croyances celles qui vous limitent pour les déblayer. Et du coup, cet exercice simple à effectuer vous permet d'installer de nouvelles croyances. Comme leur ayant fait de la place auparavant, vous avez nettoyé et expansé votre conscience. Mais revenons-en à l'ordinateur pour la mise à jour. Vous pourriez aussi simplement changer le logiciel pour installer la nouvelle version de votre application préférée. C'est une mise à jour logicielle. De la même manière, prenez conscience ici et maintenant qu'il vous suffit dans votre esprit de changer votre façon de faire les choses afin d'en améliorer et vos habitudes et votre système de vie quotidienne. Pensez à tout ce que vous faites tous les jours, votre façon de manger, votre façon de faire de l'exercice, votre sommeil, votre façon de méditer, votre façon de faire l'amour, votre façon de travailler, de lire, et à chaque chose sa façon d'être faite. Le problème, c'est que sans en avoir conscience, toutes ces façons de faire sont instaurées et restent pendant des années et des années figées. Lorsque vous réalisez à quel point l'ingénierie de votre conscience est simple de mécanismes, vous pouvez alors améliorer chaque action de votre vie quotidienne. En fait, presque tout ce qui compose notre quotidien pourrait être mis à jour comme un logiciel. Et nous ne le faisons pas. Alors que nous pourrions optimiser tout notre quotidien seulement en bougeant les lignes. Et en déblayant nos croyances figées de ces systèmes implantés dans notre environnement culturel. Il y a 5, 10 ou 15 ans ou plus encore, parfois c'est même transgénérationnel. Vous savez ces habitudes que l'on transmet de père en fils ou de mère en fille ou de mère en fils, ces petits tocs familiaux ou ces espèces de systèmes de fonctionnement familiaux que les parents transmettent aux enfants, qui les transmettent à leurs enfants à leur tour, et ainsi de suite. Mais souvenez-vous cette phrase terrible. On a toujours fait ça comme ça. Cette phrase, elle empêche l'évolution. Complètement. Le but du développement personnel, c'est d'évoluer. Donc ça commence par la révision de toutes nos croyances, en les remplaçant quand elles sont limitantes, en croyances qui vont nous booster et nous renforcer. Donc il faut commencer par étudier la façon dont nous organisons notre journée, les méthodes que nous mettons en place pour améliorer et rendre plus confortable notre quotidien, revoir nos modèles de réalité et notre système de vie. Mais quels sont les modèles de réalité que nous avons adoptés? Ça, c'est une première question. Par exemple, je vous invite à vous la poser. Et comment est-ce qu'ils dictent notre mode de fonctionnement dans notre monde vis-à-vis des autres? Parce que quand même, nous interagissons de façon permanente avec les autres. Notre monde est façonné par nos croyances, mais si nous changeons nos croyances, le monde et la façon dont nous interagissons avec lui changeront également. C'est scientifiquement prouvé, même en termes de perception. Et là, pour le coup, je le précise, pour les sceptiques encore présents sur la chaîne, ça n'est pas seulement une pensée métaphysique. La deuxième chose que beaucoup d'entre nous ne comprennent pas ou n'ont pas encore conscience de cela, c'est que notre système de vie peut constamment être amélioré. Par exemple, en grandissant ou en prenant de l'âge, vous avez pensé que le sport devait être pratiqué d'une certaine façon, de telle ou telle manière, que la méditation ne peut être pratiquée que comme ceci ou comme cela, ou bien encore la façon de nous nourrir, nous alimenter. Tout ça est bien ancré depuis bien longtemps, mais au fil du temps, faisant partie d'une espèce qui tout de même est en progrès régulier et quasi constant, par le concours d'inventeurs, de scientifiques, d'écrivains, de créateurs, de visionnaires,
développant de nouveaux modes de réflexion et de nouvelles perspectives, des propositions innovantes pour le monde qui permettent de bouger les cloisons limitantes. Il faudrait constamment être en mesure d'apprendre afin de devenir notre meilleure version de nous-mêmes. Pour nous, hein, vraiment atteindre ce que l'on appelle le soi, devenir soi-même, dans son chemin, en accord et en alignement avec notre âme. Parce que c'est bien de cela qu'il est question lorsque l'on défait les croyances limitantes. Nous devenons notre vérité, nous nous incarnons réellement. Donc voilà, ce que sont réellement les systèmes de vie. L'ingénierie de la conscience inclut la parfaite conscience des modèles de réalité, de ses croyances propres et de ses systèmes de vie, et à constamment les renouveler comme vous mettriez à jour vos applications. Personne ne grandit en restant figé sur ses acquis. Tout est ok, hein? Chacun fait ce qu'il veut. Nul n'est obligé d'avoir envie d'évoluer. Cependant, nous sommes ici pour apprendre et pour grandir. Donc, tout est juste, que chacun fasse son chemin comme il l'entend. En fait, lorsque vous voyez ou lorsque vous entendez une nouvelle façon de penser qui résonne en vous, essayez-la. C'est comme un exercice de gymnastique. Ça ne vous fera pas de mal du tout, que vous le gardiez ou non, ce mode de pensée. Si cela résonne en vous un temps, gardez-le le temps que cela résonne. Et quoi qu'il en résulte, vous aurez expansé votre conscience, vous aurez agrandi votre espace de conscience, vous aurez élevé votre niveau de conscience. Les modèles de réalité et les systèmes de vie sont deux choses parfaitement malléables et modifiables à volonté. Vous pouvez les améliorer, les adapter, les intensifier, et c'est très très simple à faire. C'est justement parce que c'est très simple que ça nous semble très compliqué. Je veux parvenir à vous faire toucher du doigt le pouvoir fascinant que nos modèles de réalité, ces règles, ces dogmes, ces cloisons, ont sur la vie que nous menons au quotidien. Par exemple, si l'on prend le cas de la psychocybernétique, il est courant de faire le constat, par exemple, chez des patients ayant subi une intervention esthétique, les dents, le nez, les seins, le cuir chevelu, de constater comment leur vie change post-opératoire. D'un point de vue de leur comportement, j'entends. Ils avaient conscientisé qu'après l'opération, ils auraient l'apparence qui leur donnerait le sésame. Ok ? L'intervention chirurgicale allait devenir le sésame de leur amélioration. C'est-à-dire que toutes leurs problématiques passaient par leur dent de travers, ou leur nez trop gros, ou leur sein trop petit. Et après l'opération, on constate un réel changement. Et croyez-le ou non, ce ne sont ni les nouvelles dents, ni de nouveaux seins, ni un nouveau nez qui leur changent la vie. Non. Ils avaient programmé, conscientisé, de façon inconsciente évidemment là, que tout ce qui n'allait pas résidait dans ce défaut à modifier, là. Et le fait que post-opératoire la vie devienne souvent si merveilleuse n'est tenu qu'à cela. D'ailleurs, Maxwell Maltz, chirurgien esthétique et auteur américain du livre La méthode psychocybernétique, a dit il n'est pas exagéré de dire que chaque être humain est hypnotisé à un certain degré, soit par les idées qu'il a acceptées des autres, sans critique, soit par les idées qu'il s'est répétées à lui-même ou dont il est convaincu qu'elles sont la vérité. C'est vrai. Nous nous convainquons que nous sommes beaux ou laids, ou que nous sommes intelligents ou stupides ou chanceux, malchanceux. Et ça marche. Beaucoup de ce que nous croyons provenant de l'extérieur n'est que le résultat de ce que nous avons assimilé à nous. Et alors, ça, c'est valable depuis notre enfance. En essayant de donner plutôt ou d'accepter, de trouver acceptable ce monde qui est si complexe finalement. Cependant, nos modèles de réalité changent lorsque nous investissons dans notre développement personnel. Ça, ne le perdez pas de vue.
Quand vous suivez un programme de coaching, vous apprenez à changer vos modèles de réalité afin de pouvoir dupliquer à l'infini. La seule sanction, c'est le travail sur soi. À noter que les bénéfices de cela sont légion pour vous, pour vos proches, pour vos relations, votre bien-être, pour votre vie en général en fait. Donc ne perdez pas ceci de vue. Quand votre modèle de réalité change, tout autour de vous se met à changer. Souvenez-vous de ce que disait Rumi. Oui, j'aime bien Rumi. Hier, j'étais intelligent et je voulais changer le monde. Aujourd'hui, je suis sage et je me change moi-même. Il disait également, quand je cours après ce que je pense vouloir, ma vie est consumée par l'angoisse et l'anxiété. Si je m'assieds dans ma propre oasis de patience, ce dont j'ai besoin me parvient sans aucune douleur. Ainsi, j'en conclus que ce que je veux me veut aussi, me cherche et m'attire. C'est un grand secret pour quiconque sait le saisir. En fait, tout ce que nous conservons dans nos modèles de vie obsolètes, comme les logiciels non mis à jour, notre vie s'enlise, notre âme nous donne des moments kensho, nous tire les cheveux, rappelez-vous, à traverser des moments douloureux, des maladies. Cette façon qu'elle a de nous secouer pour nous dire « Change maintenant, change, là ça ne va pas, tu recommences la même chose, tu reproduis le même schéma, tu n'as pas compris, change !» Et c'est aussi simple que ça, vous pouvez même y parvenir seul. Évidemment par un coach, moi en l'occurrence, ce sera plus facile, mais c'est facile. Je vous donne juste des pistes, des modèles et des modes de pensée différents. Vous créez le vôtre ensuite. Et les portes, elles s'ouvrent toutes seules. Ne perdez plus jamais de vue l'importance de la puissance de vos croyances et surtout de votre persévérance. Par exemple, l'effet de nos croyances sur notre poids ou notre surpoids. Je ne m'attarderai pas là-dessus, mais n'avez-vous jamais remarqué que lorsque vous vous répétez sans cesse que cela vous gonfle, « Oh, ça me gonfle, ça me gonfle, ça me gonfle », vous gonflez littéralement? Attention à vos mots. Bref, ça, nous le traiterons ensemble en coaching si c'est nécessaire. Moi, personnellement, j'ai perdu 17 kilos depuis le mois de novembre 2019 et j'ai cessé de fumer sans en reprendre un seul. Et en supplément, je vous aide avec l'hypnose s'il y a des addictions. Je n'ai pas pris de médicaments pour arrêter de fumer, mais ceci est une parenthèse que je referme. L'effet Pygmalion, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez l'effet Pygmalion. Vous en avez peut-être entendu parler. Je ne parle pas de cet homme et de sa muse qui l'instruisait, mais de nos croyances qui influencent aussi les gens qui sont autour de nous. L'effet Pygmalion, c'est une forme de prophétie autoréalisatrice. Cette prophétie induit une croyance des autres sur vous, qui génère une action de ces autres envers vous, ce qui vous permet de renforcer vos propres croyances sur vous-même et qui influence vos actions envers les autres. Et ont un effet sur les croyances des autres, sur vous. Donc en fait, la boucle, elle est bouclée. Et l'effet Pygmalion peut donner des très très beaux résultats. Je reviens à présent sur les modèles de réalité en rapport avec nos environnements culturels. Beaucoup d'entre nous assimilent des réalités qui viennent du paysage culturel, mais combien de ces modèles ont du sens, réellement? Lorsque vous entamez une demande de coaching, ou de n'importe quel autre type de développement personnel, vous commencez non seulement à apprendre de nouveaux modèles de réalité, mais surtout à vous permettre de créer le ou les vôtres. Cela permet de comprendre des aspects du monde dont vous ignoriez même l'existence. Un peu à la manière des Himba. Vous savez, j'en parlais dans ma vidéo concernant la révolution cognitive, les Himba, cette tribu qui ne connaît pas le bleu. Personnellement, mon travail d'éveil a commencé dès l'enfance. J'ai la chance d'avoir grandi dans un foyer parental à l'ouverture d'esprit indéniable. Cependant, mon réel attrait pour mon propre développement personnel a eu un moment satori, un déclic, en 2011, au décès de ma mère. Je me suis alors mise à travailler. J'ai d'abord étudié des symboles, cherché à décrypter certains messages. J'ai cherché parce que petite, je rêvais d'être un Indiana Jones croisé avec un G.I. Joe. Jusqu'au jour de la grande déception où mon père m'expliqua que chez les GI, il ne prenait pas de filles et que je ne pourrais jamais être Indiana Jones. Et bien que je sois de naturel assez érudite,
je dirais presque qu'en touchant un livre entre mes mains, je m'en imprègne. Mais à l'âge de 12 ans, je lisais du Françoise Dolto ou du Paulo Coelho. Tout ça pour vous dire que l'adage de qui veut peut ne sont pas que de 20 mots. Développez votre conscience, hackez votre mental, obtenez ce job, conquissez cette femme ou cet homme qui vous plaît tant, trouvez votre modèle, votre autonomie. N'oubliez pas d'oublier que vous devez subir, c'est faux. Qu'il faut se battre, c'est faux. Qu'il faut souffrir pour être belle, c'est archi faux. Ça n'est et ça ne restera vrai que tant que vous y croyez. Je vais vous proposer un truc. Je vous invite là à prendre un papier et un stylo. Je vais vous aider à vous créer votre propre petit programme. Ok? Quand vous allez vous réveiller le matin, vous allez prendre une petite vingtaine de minutes pour faire une méditation joyeuse. Et surtout, vous n'allez pas cesser d'induire du questionnement dans cette méditation. Qu'est-ce que j'entends par induire du questionnement dans cette méditation? Eh bien, quand vous allez être là, dans votre lit, encore couché, une fois que le réveil a sonné, bien détendu, vous posez des questions du style à quel point cette journée va-t-elle être merveilleuse et extraordinaire? Ou comment est-ce que j'ai ce corps si parfait dont je rêvais? Ou encore, comment ai-je une forme et une santé si époustouflantes? Vous voyez ce type de questions. Allez dans le questionnement et méditez. Passez-y 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, si cela vous est possible. 20 minutes, c'est bien. Après cette petite méditation au réveil, asseyez-vous, mettez-vous bien droit sur le bord de votre lit et effectuez un exercice de visualisation. Vous allez déterminer l'horizon comme ceci et vous allez incliner votre regard 15 degrés plus haut. Et dans cette perspective, encore un peu embuée avec votre sommeil qui est encore un peu présent et la méditation dont vous sortez, vous allez visualiser ce dont vous rêvez. Ok? Et visualisez grand. Hein? N'allez pas me visualiser un petit truc de rêve de rien du tout. Visualisez le top du top. Voilà. Et maintenant, après ce petit exercice que je vous invite à faire vraiment tous les matins, il ne me reste plus qu'à vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube, à aimer la page Carpe Diem Approche holistique de l'être aimant et je me tiens à votre disposition pour toute question complémentaire. N'hésitez pas à adorer cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Namasté!